Je suis vraiment ravie de vous présenter Adrien de Liège, qui est chercheur postdoctoral au sein de l'Université de Liège, au Centre de sémiotique et rhétorique, dans le cadre du projet que je dirige. Il s'agit d'un projet de recherche financé par le Fonds national de la recherche scientifique, qui s'intitule Vers une généalogie de formes visuelles, sémiotique et approche computationnelle aux larges collections d'images, qui court de 2022 à 2026. Ces recherches actuelles portent sur l'analyse des poses de personnages représentés en peinture depuis la Renaissance, leur évolution au cours du temps, les mouvements qu'elles induisent et leur réutilisation dans la photographie artistique moderne, notamment dans la photographie des modes. Après un master et un doctorat en mathématiques, il s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle à l'Institut Montefiore à Liège, en particulier en deep learning pour la vision par ordinateur, durant son postdoctorat sur le projet Deep Sport du professeur qui a été financé par un projet de recherche du professeur Mark van Drogenbroek, financé par la région Wallonne. Il a en outre remporté un concours important, les 5 Best Paper Awards au workshop CVS Sport, je ne sais pas, CVS. Lors de la conférence CVPR, Computer Vision and Pattern Recognition Conference, pour ses travaux sur l'automatisation de l'analyse des vidéos de football. On se réjouit, Adrien, pour la parole. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on m'entend bien aussi sur la distance? C'est bon comme ça? Parce que peut-être un peu loin. Je parle comme ça va? Bon. Ça a l'air d'être bon. En tout cas, oui. Parfait. Oui, elle est illuminée. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis content d'être ici parmi vous. Alors aujourd'hui, je vais parler d'abord de principes généraux d'intelligence artificielle. Pourquoi des principes généraux? De mes discussions, de mes projets avec Enzo, avec Maria, je me rends compte qu'on parle des langages un peu différents, dans le sens où j'ai un background plutôt technique et plutôt de sémioticien. Et donc, il m'a paru utile d'abord présenter un petit peu ce qu'on entend par intelligence artificielle, comment est-ce qu'on crée une intelligence artificielle, essayer de débunker un petit peu les mythes qu'il y a autour de tout ça, pour essayer d'avoir un langage commun autour de cette intelligence artificielle. Et dans un second temps, je vais vous présenter quelques expériences que j'ai réalisées, que nous avons réalisées, avec des outils que vous connaissez peut-être, GPT-4, DALL-E, pour générer des images à partir de texte, pour analyser des images et en faire une description textuelle. Donc, on va commencer par la première partie. Et comme je vous l'ai dit, comme Maria-Julia vous l'a dit, je ne suis pas sémioticien de formation. Donc, si vous avez des questions plutôt sémiotiques, là, je vais plutôt vous diriger vers Enzo, vers Maria-Julia. Mais n'hésitez pas à poser des questions de tout autre ordre sur la présentation. Je serai ravi d'y répondre. Alors, il m'a semblé utile de commencer par vous demander l'IA, c'est quoi? Et on entend beaucoup parler de l'IA depuis quelque temps. Si on regarde sur Google Trends les tendances, les recherches des mots intelligence artificielle, on voit qu'il y a quand même une espèce d'explosion depuis à peu près octobre 2021. Donc ça confirme bien qu'on en entend beaucoup parler depuis maintenant 3 ans. Et pourquoi est-ce qu'on en entend beaucoup parler? Si on regarde la courbe de recherche pour DALL-E, par exemple, ou même Midjourney, Stable Diffusion, modèle génératif, on a des courbes de recherche sur Google qui sont extrêmement similaires. Alors, corrélation n'implique pas causalité, mais force est de constater quand même que toutes ces notions semblent de plus en plus être liées. Et le grand public a aussi découvert DALL-E, Midjourney, des choses qui permettent de réaliser des œuvres a priori facilement. Donc c'est ça qui a contribué à l'explosion un petit peu de l'intelligence artificielle telle qu'on entend dans les médias depuis maintenant 2 ou 3 ans.
Mais au fond, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est vraiment si nouveau que ça? Bon, l'intelligence artificielle, ici, je vous propose une définition de l'IA un peu par l'IA, parce que je peux interagir avec ChatGPT pour la formuler, mais au final, la définition du Larousse et du Robert sont sensiblement similaires. Une IA, ça va être un système informatique qui va effectuer des tâches traditionnellement associées à l'intelligence humaine. Et dans cette définition, en fait, ce qui est important, c'est de remarquer que c'est indépendant des méthodes de calcul, des algorithmes, des opérations utilisées par l'IA. C'est-à-dire que le type de calcul, le type d'opération que l'IA effectue, en réalité, ne suffit pas à qualifier l'IA. Premier point. La définition est aussi indépendante des processus utilisés pour créer l'IA. Alors, depuis quelques années maintenant, on entend parler beaucoup de machine learning, de deep learning. Et puis, petit à petit, ça a un petit peu entretenu cette confusion deep learning, intelligence artificielle. Deep learning, c'est une façon de créer ce qu'on va appeler des IA. Et la définition d'une IA ne dépend pas en réalité de la façon dont elle a été créée. Et enfin, une IA, la définition d'une IA est indépendante des performances. C'est très important aussi. En fait, n'est une intelligence artificielle qu'un système qui va effectuer une tâche, mais même si cette tâche n'est pas forcément très bien faite, la définition n'empêche pas qu'on puisse qualifier le système d'IA. Donc, en réalité, une IA, c'est surtout quelque chose qui va dépendre de la nature de la tâche effectuée par l'intelligence en question. Et par ça, souvent, à l'intelligence humaine qui est requise pour effectuer la tâche. Mais suivant cette logique et cette définition, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de vraiment récent? Pensez au GPS, pensez à l'application Shazam, qui permet de reconnaître n'importe quelle musique pratiquement à partir de 2 ou 3 secondes d'écoute. Les détecteurs de spam, les reconnaissances de caractères, OCR, les systèmes de recommandation de Netflix, d'Amazon, qui existent depuis même très longtemps maintenant. Mais tout ça, ça colle aux définitions des intelligences artificielles, d'une intelligence artificielle. Imaginez aujourd'hui, si Shazam n'existait pas et que je venais vous dire, hey, les chercheurs ont mis au point une application qui permet de reconnaître n'importe quelle musique en 2 secondes, hop, comme ça. Vous diriez, ah, c'est une IA, c'est génial. Ah oui, et au final, ça existe depuis longtemps et c'est pas une IA comme on l'entend au sens d'AMI, ChatGPT et ainsi de suite. Donc, les IA existent quand même depuis relativement longtemps. C'est plutôt l'utilisation et l'abus d'utilisation du terme IA qu'on a pu remarquer depuis quelques années. Et cette résurgence, réellement, elle est apparue parce qu'il y a de nouvelles tâches, et j'insistais bien sur cette notion de tâches, il y a de mythes, de nouvelles tâches qui sont maintenant accessibles au grand public, où le grand public peut avoir un impact, peut faire quelque chose avec des algorithmes pour monsieur et madame tout le monde. Donc je pense que c'est surtout ça qui a redonné une espèce de visibilité médiatique à l'intelligence artificielle. Alors, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on crée une intelligence artificielle? Ça, il va falloir commencer par faire la distinction entre 2 choses. Premièrement, on va avoir ce qu'on appelle généralement des rule-based systems, des systèmes basés sur des règles, je vais expliquer ce que c'est, et les systèmes basés sur le machine learning, qui est plutôt la tendance du moment, en quelque sorte, qui est très populaire et qui a permis de créer les IA dont on parle beaucoup en ce moment. La différence entre les deux est principalement due au fait que dans les systèmes rule-based, on a un expert qui va décider de toutes les opérations à effectuer. Donc un expert va dire, pour effectuer telle tâche, il faut d'abord effectuer telle tâche de telle façon, puis il faut effectuer tel calcul de telle autre façon, et puis tel autre calcul de telle autre façon. Un expert va encoder explicitement et en détail toutes les opérations à effectuer. Au niveau du machine learning, c'est plutôt le système lui-même qui va déterminer les opérations qu'il doit effectuer. Déterminer lui-même voulant dire, bon, je sais que je dois ajouter une certaine quantité, est-ce que je dois ajouter plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, je ne sais pas, mais c'est le système qui, à force de voir des données, va déterminer quelle est la meilleure valeur à ajouter, par exemple, si l'opération effectuée est une addition. Et donc, dans la partie de gauche, pour les rule-based, on va plutôt avoir un expert qui possède énormément de connaissances et qui va
encoder ces connaissances, transcrire ces connaissances en un programme informatique. Alors que pour le machine learning, on va plutôt collecter une énorme base de données à partir de laquelle le système va apprendre à réaliser la tâche en faisant beaucoup d'essais et d'erreurs et sur base de feedback, mais en général lui disant s'il a effectué correctement ou pas une tâche. Et petit à petit, alors, il va apprendre quelles sont les bonnes règles, en tout cas les règles qu'il peut effectuer pour mener à bien sa tâche. Et donc, à titre de comparaison, on peut imaginer que le rule-based, on a le chef, Cyril Lignac ici, qui vous dit, voilà, vous devez mettre 83 grammes de sucre et 72 grammes et demi de farine. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres, mais on est pratiquement à ce niveau de précision-là. Et il vous dira que si vous ne respectez pas au milligramme près ce que vous mettez, la recette ne va pas fonctionner. C'est vraiment rule-based system, c'est la recette du chef. Le machine learning, c'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, une interaction entre la machine et un humain avec des essais-erreurs. La machine va proposer quelque chose, l'humain va goûter, il va se dire ça manque de sel, remet du sel. Ok, il va remettre du sel de sa recette, il va réessayer, c'est trop salé, mais un petit peu moins, plus cuit plus longtemps, moins longtemps. Et donc il y a beaucoup d'essais-erreurs qui fait qu'au final, l'IA va trouver un petit peu sa recette, ce qui sera peut-être très différente de celle du chef, mais pas de problème, donc la tâche est résolue. Et vous voyez qu'il y a une petite intersection entre les deux cercles, parce que en réalité, même le machine learning n'est pas totalement autonome. Il y a quand même des gens, plus ou moins experts, qui doivent créer le système, qui doivent dire quel type d'opérations doivent être effectuées. Est-ce qu'on va utiliser des images en entrée? Est-ce qu'on va les transformer en nuances de gris? Est-ce qu'on va effectuer des opérations de convolution, de réduction de dimensionnalité, des choses un peu techniques? Donc il y a quand même un petit peu de connaissances humaines qui doivent être mises en place. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette intersection, on n'a pas vraiment de choses qui sont complètement dissociées. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'un système à l'autre? En réalité, on a commencé historiquement par faire des systèmes rule-based parce que c'était l'âge des chercheurs et des experts qui savaient quelles opérations devaient être effectuées. Ils voulaient savoir aussi ce qui était effectué par la machine. Donc, ils voulaient un contrôle des opérations. Mais bon, les experts étant peu nombreux et généralement pas assez forts pour résoudre des tâches, même a priori simples, il a fallu trouver d'autres choses. Tâches a priori simples, comme simplement reconnaître un chien d'un chat sur une image. C'est a priori simple pour nous, c'est extrêmement difficile pour un ordinateur de faire la différence. Extrêmement difficile. Et donc, lorsqu'on a commencé à se rendre compte, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, une dizaine d'années, que lorsqu'on accumule énormément de données et qu'il est possible d'apprendre des règles plus ou moins statistiques, avec une espèce de mécanique qu'il y a derrière, de manière efficace, le machine learning a pu commencer à exploser. Et en quelque sorte, c'est plus facile d'utiliser le machine learning puisqu'on va devoir acquérir des données, c'est pas trop difficile, en tout cas ça semble être à la portée de monsieur et madame tout le monde, faire des essais et des erreurs, ça a l'air pas trop compliqué non plus. On nous donne une tâche, on peut essayer, rater. Un ordinateur sait faire ça de manière très rapide, donc ça c'est vraiment bien. Et donner un feedback sur ce que l'ordinateur fait, sur ce que la machine fait, est-ce que c'est bon ou pas bon, ça en tant qu'humain, on est capable de dire en général. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce changement de paradigme qui fait que le machine learning a pu prendre le pas maintenant sur le développement de nombreux algorithmes. Donc, le machine learning, c'est un ensemble de techniques pour apprendre des modèles intelligence artificielle à partir d'ensembles de données. Alors, dans le cadre de ce séminaire, on est intéressé notamment aux images. Donc, juste un petit rappel, mais vous connaissez probablement une image numérique, digitale, sur un ordinateur. C'est un ensemble de pixels. Donc, ce sont des petits carrés de couleurs. Et ces pixels sont caractérisés chacun par 3 valeurs numériques qui vont de 0 à 255. Ces 3 valeurs correspondent à ce qu'on appelle des channels, des couches rouges, vertes et bleues, donc les RGB, qui encodent l'information de l'image. Les images, ce sont des grilles de pixels. Chaque pixel est déterminé par 3 valeurs. Et dans la suite, lorsque je vais dire que la machine fait des opérations sur les images, en réalité, elle effectue des opérations sur les valeurs des pixels. Donc, par exemple, elle va, ce qui est mis en jaune sur l'image de droite, la machine va appliquer, disons, un filtre, va appliquer une opération avec des valeurs qui sont en jaune sur des valeurs de l'image qui sont celles en noir. Par exemple,
additionner la première avec la deuxième, faire fois la troisième, fois la quatrième, toutes sortes d'opérations. On a les valeurs de l'image et on a les valeurs qui sont utilisées par la machine pour effectuer les opérations en question. Ce sont des opérations numériques. La machine, elle ne sait faire que des calculs. Alors, pour entraîner un modèle de machine learning, on va donc d'abord disposer d'une grande base de données. Imaginons qu'on ait envie ici de classifier des pommes, des poires et des bananes. Plein d'images différentes, de pommes, de poires et de bananes. On va donner à notre algorithme des images de pommes, de poires et de bananes. Et on va lui demander d'effectuer une prédiction, en faisant des calculs, comme je vous ai montré, sur les images qu'on va lui montrer. Une prédiction disant, à ton avis, algorithme, est-ce que l'image que je te montre est une pomme, ou est-ce que c'est une poire, ou est-ce que c'est une banane? L'algorithme va faire cette prédiction, et dans ce cas-ci, il va par exemple dire pomme, pomme, poire. Dans le premier cas, il a raison, dans les deux cas suivants, il a tort. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette information? On va donner maintenant un retour, un feedback à l'algorithme pour qu'il puisse s'améliorer. On va lui dire, dans le premier cas, tu avais raison, c'était une pomme. Donc, n'hésite pas à renforcer cette décision. Ce qui se cache derrière, en général, ce sont des soi-disant scores de confiance. L'algorithme va peut-être dire, je pense que c'est une pomme, je suis sûr qu'à 60%. Mais vu que c'était correct, on va lui dire, tiens, n'hésite pas à être un peu plus sûr de toi. Donc, adapte tes paramètres pour que cette décision soit un peu plus confiante. Et dans les deux cas où il s'est trompé, on va lui dire, non, 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 tu t'es trompé. L'algorithme a peut-être dit qu'il y avait 50% de chance que c'était une pomme, et puis 20% de chance que c'était une poire, et 30% une banane. On va lui dire, non, 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 la deuxième image, c'était une poire. Donc, tu vas devoir adapter tes poires, adapter tes paramètres internes pour me dire que cette image est une poire. Pareil pour la troisième image de la. Et donc, par ce processus itératif, parce qu'évidemment, on va recommencer un grand nombre de fois, l'algorithme va pouvoir petit à petit ajuster ses paramètres internes, ses poids, qui vont mener à de meilleures décisions lorsqu'on va lui montrer des images de pommes, de poires et de bananes. Et donc, c'est là tout le principe de l'apprentissage par machine learning. On va montrer des données, l'algorithme va faire des calculs avec des paramètres qui lui sont propres, et on va lui dire que ce qu'il a produit est soit bon, soit pas bon, et en fonction de ça, il va ajuster ses paramètres. Comment est-ce qu'il ajuste ses paramètres? Là, ça devient un petit peu technique, donc je ne vais pas entrer dans les détails. C'est très mathématique, c'est avec des descentes de gradient, c'est avec des fonctions composées, donc je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais en tout cas, il y a des opérations bien définies qui permettent d'adapter ces poids internes du modèle. Donc, on a ce processus d'apprentissage ici basé sur les données, le modèle et l'évaluation. Alors, vous entendez régulièrement parler de toute cette intelligence artificielle, donc il y a de temps en temps peut-être des mots de vocabulaire vous entendez parler, mais qui peut-être vous échappent ou pas, je n'en sais rien. Donc ici, je vais vous donner quelques mots de vocabulaire qui peuvent venir lorsqu'on parle notamment, par exemple, de données. On va parler parfois de few-shot learning, de one-shot learning, de zero-shot learning. Donc, ça, c'est par rapport à la quantité de données dont on dispose. En général, few-shot, one-shot, c'est lorsqu'on a très peu de données, voire même une seule donnée par classe d'intérêt. Et le zero-shot learning, c'est lorsqu'on n'en a même pas et qu'on utilise d'autres approches pour essayer des apprentissages. Et en termes de données, on a parfois des qualificatifs sur la provenance des données, notamment web-based learning, donc ce sont des données qui viendront généralement du web. Les chercheurs ont tendance de moins en moins à le spécifier parce que c'est pratiquement ce qui est fait par défaut, ainsi que synthetic data-based learning, lorsque les données sont générées de manière synthétique par des processus divers. Lorsqu'on parle de modèles, on entend parfois parler de modèles de vision, modèles de langage, modèles multitâches. Là, c'est relatif à la tâche que le modèle va effectuer. Ce que je vous ai montré avec les pommes, les poires et les bananes, c'était un modèle de classification basé sur la vision. C'est un modèle de vision qui effectuait une tâche de classification. Lorsque vous entendez parfois peut-être parler de réseaux de neurones, de transformeurs, là, c'est touche plutôt à l'architecture du modèle. L'architecture, c'est plutôt comment le modèle est construit, quelles sont les opérations internes qu'il va effectuer. Vous entendez parler de large modèles, les LLM, les grands modèles de langage, les foundation models, foundational models. Là, c'est plutôt la taille des modèles qui sont en jeu. Ce sont des modèles généralement grands. C'est quoi un grand modèle? C'est un modèle souvent qui a beaucoup de paramètres
et qui est souvent multitâche ou qui permet de faire bien une tâche en particulier. Il n'y a pas vraiment de définition formelle. Et le deep learning est un peu hybride, à cheval entre l'architecture et la taille. Le deep learning, en réalité, est relatif d'une façon à l'architecture parce que ça a été utilisé notamment avec des réseaux de neurones, les neural networks, en premier lieu. On a eu cette apparition de deep learning, l'apprentissage par réseau de neurones, et on avait une notion de profondeur aussi, donc on mettait beaucoup de couches les unes après les autres, c'est pour ça que l'apprentissage était dit profond, dit. Et donc les réseaux de neurones étaient aussi généralement les premiers gros modèles qui ont commencé à émerger. Et lorsqu'on parle d'évaluation, on peut parler notamment d'apprentissage supervisé, lorsque c'est un humain qui a décidé de ce que l'ordinateur était censé donner comme réponse ou pas. L'apprentissage non supervisé, lorsqu'on ne dit pas explicitement quelle réponse le modèle était censé fournir, il y a des mécanismes un peu différents qui se mettent en place. De semi-supervisé lorsque c'est un mix des deux, et de self-supervisé lorsque le signal correcteur est fourni en quelque sorte par la machine lui-même. Petit mot là-dessus à la fin de la présentation. Mais en tout cas, sachez que lorsque vous entendez parler de ces choses-là, c'est relatif au type d'apprentissage qu'on va effectuer. Il n'y a pas que l'apprentissage supervisé, même si il semblerait que ce soit le moment peut-être le plus efficace. Ainsi, le modèle, une fois entraîné, va recevoir une image, un input, dont on va vouloir la réponse du modèle, enfin, ce qu'il pense, on lui montre. Il montre ici une pomme et j'aimerais savoir ce qu'il va me dire. Il va me dire que c'est une pomme, j'espère. Bon, le modèle, alors, ce qu'il va faire, c'est effectuer des calculs, comme je l'ai déjà dit, et il va mémoriser certaines valeurs qui ont été calculées à partir de l'input que je lui ai fourni. Ces valeurs peuvent changer, vont changer en fonction de l'input que je lui donne. Ces valeurs sont des représentations numériques diverses, variées, de ce que je lui ai donné en entrée. Et donc, c'est ce que j'ai entouré ici en rouge, dans les espèces de petites cases, les petits neurones. On va avoir des valeurs numériques qui, en réalité, ne vont apparaître que lorsque je fais quelque chose avec mon modèle. Si le modèle est entraîné et que je ne lui touche pas, que je ne lui donne rien, ce sont des cases vides. Elles attendent d'être remplies avec des valeurs numériques qui vont être calculées. Et ce sont généralement ces valeurs, en général les dernières, même si toutes les autres pourraient être considérées comme des embeddings intermédiaires, ce sont souvent les dernières valeurs qu'on va considérer comme étant ce qu'on appelle des embeddings. Des embeddings, ce n'est rien d'autre que des représentations numériques des données, de la donnée qu'on a fournie en image qu'on a fournie. C'est une représentation numérique en langage machine que le modèle peut utiliser, traduction de l'image de départ en une suite de nombres, que le modèle sait utiliser pour réaliser la tâche finale, par exemple, de classification. Et les poids du modèle, eux, sont compris dans ces connexions vertes, en quelque sorte. Les poids du modèle, eux, sont appliqués de la même façon à toutes les images. Ça, c'est très important. Si vous soumettez 10 millions d'images au modèle pour avoir son résultat, son référence, les poids du modèle, eux, ils sont figés une fois que le modèle est entraîné. Ils sont utilisés de la même façon sur toutes les images qui sont en entrée. Et ce sont véritablement ces poids qui déterminent les règles de calcul du modèle. Ce sont ces poids qui vont dire, à tel moment, on doit faire plus 3, plus 1, plus 2, ce sont ces valeurs-là. Et ce sont ces poids qui sont ajustés lors de l'apprentissage du modèle. Alors, vous pouvez voir un modèle comme ceci, un modèle au final tout seul, vide, c'est comme une boîte, c'est comme cette chaîne IFI. C'est une liste de poids avec une architecture. Donc, c'est comme une boîte, et on sait qu'elle est capable de faire quelque chose, mais tant qu'on ne lui donne pas une tâche à accomplir, elle ne fait rien. Ce qui est très important, c'est que le modèle a accumulé une certaine connaissance, et cette connaissance est accumulée dans les poids du modèle. Et quelle connaissance? La connaissance des données que vous avez fournies en entrée à votre modèle pour l'entraîner. Donc, si vous entraînez un modèle à reconnaître des pommes, des poires et des bananes, il va accumuler une connaissance qui ne concernera que la reconnaissance de pommes, de poires et de bananes. Bien comprendre qu'il sera incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, c'est très important, on a tendance à l'oublier, mais en réalité, le modèle va compresser
le dataset dans ses poids en vue de réaliser une tâche particulière. Et une fois que le modèle est entraîné, qu'on veut l'utiliser en inférence, c'est comme si on met un CD dans la chaîne IFI, puis qu'on appuie sur Play. À ce moment-là, on donne un input, et la chaîne IFI va produire du son, va lire l'input et va produire un output, le son. Le modèle va produire un résultat, disant « Ah, c'était une pomme ». Et si on veut, on peut aussi extraire, dans le cas de modèle, des embeddings de l'input, si on veut manipuler les représentations numériques qui ont été calculées. Alors, pour des utilisateurs comme les sémioticiens, il n'y a pas spécialement besoin d'utiliser les embeddings, d'utiliser ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou quoi que ce soit. Mais dès qu'on veut creuser un petit peu et comprendre comment un dataset est structuré, comment des nouvelles images sont représentées au sein de notre dataset d'un point de vue machine, on a besoin d'extraire ces embeddings. Évidemment, ici, on est souvent intéressé par les modèles qui génèrent du texte et qui génèrent des images. Et donc, je vais toucher un petit mot maintenant sur comment ces types de modèles sont créés. Avant toute chose, il faut savoir que ces modèles sont entraînés sur des bases de données qui sont gigantesques de texte et d'images, vraiment, vraiment gigantesques. Et ces modèles contiennent des milliards de poids. Alors, pour vous donner une idée, les premiers réseaux de neurones, vers 2012, donc il y a une dizaine d'années, contenaient quelques milliers, voire quelques millions parfois de poids. C'était déjà considéré comme étant énorme et très difficile à entraîner, parce qu'il faut se dire qu'il y a pas beaucoup de valeur à ajuster. Bon, maintenant, on dépasse allègrement les dizaines de milliards de poids. Et donc, c'est quand même un accomplissement assez exceptionnel. Évidemment, pour entraîner tout ça, il faut des puissances de calcul colossales, vraiment, vraiment colossales. On parle de milliers de machines, alors de machines spécialisées, pas des laptops, vraiment des GPU et des gros systèmes, et des milliers d'entraînements combinés. Ça ne s'entraîne pas comme ça, les grands modèles de langage ou de génération d'images. Mais d'un autre côté, puisqu'ils sont entraînés sur des grandes bases de données, si vous avez bien suivi ce que je viens de dire, ils vont encapsuler une grande partie de la connaissance humaine disponible, en tout cas sur Internet, pas forcément toujours très pointue, mais quand même une grande partie de la connaissance humaine et de la compréhension plus ou moins fine, plus ou moins fine du monde qui nous entoure. Et de par les ressources qui sont nécessaires, c'est qu'il n'y a qu'une poignée d'universités et d'entreprises au monde qui sont capables de développer ces grands modèles de génération d'images et de langage pour le moment. Donc, voilà, ça c'est un petit peu problématique, mais en tout cas, ils rendent bien service ceux qui diffusent ces modèles. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Les détails de ces modèles sont souvent inconnus dans le cas, par exemple, d'OpenAI, je vais parler, ou de Midjourney. On ne sait pas exactement quels sont les paradigmes du modèle, on ne sait pas comment ils ont été entraînés, parce que ce sont des modèles privés. Les entreprises n'hésitent pas à donner un peu plus de détails, par exemple Meta, assez ouverte dans ce domaine-là. Et de manière générale, on peut faire des suppositions quand même raisonnables sur comment ces modèles sont entraînés au vu de la littérature existante et des avis qui circulent un peu sur Internet. Donc ce que je vais vous donner ici, ce sont, je veux dire, des grands blocs qui sont très probablement utilisés dans ces grands modèles, mais qui sont aussi très probablement pas utilisés exactement comme je vais vous le décrire, parce que je ne connais pas tous les détails de ces modèles. Donc, imaginons qu'on veuille entraîner un modèle qui va partir d'un prompt et générer une image. Vous dites, ah, je veux une image landscape in Van Gogh style. Landscape in Van Gogh style, c'est du langage humain. Il faut d'abord traduire ça en langage machine. Langage machine, un embedding, ça va être une liste de nombres. Donc, il faut un modèle qui est capable d'encoder du texte vers une liste de nombres, un embedding. Ensuite, il vous faut un modèle qui est capable de générer des images à partir de pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est du bruit, généralement. Image bruitée ou bruit, qui va générer une image. Évidemment, pour bien faire, il faudrait que le modèle en question soit capable d'utiliser le prompt, ou en tout cas sa représentation numérique, pour générer une image. S'il n'y a pas de lien entre les deux, comment voulez-vous que le modèle génère une image qui correspond? Donc il faut que l'embedding puisse aider la génération de l'image. Et une fois que l'image est générée, il faut qu'on puisse dire « Ah, cette image générée correspond bien au prompt que j'ai fourni. »
Comment comparer une image et du texte? En tant qu'humain, on est capable, on voit une image, on lit un texte, on sait dire s'il y a quand même un recoupement entre les deux. Un ordinateur, on est parfaitement incapable tant qu'on n'a pas traduit toutes les choses qu'on veut comparer en un langage commun, en un langage machine. Donc l'image doit être traduite en embedding. Et idéalement, les deux embeddings doivent être proches pour que l'image et le prompt soient considérés comme proches. Et un détail qui n'est pas négligeable du tout, il faut absolument aussi que le modèle qui va transformer le prompt en embedding et l'image en embedding, en réalité, doit avoir été entraîné de manière jouable sur ces deux traductions. Il faut que ce modèle soit capable, pour une image et un texte qui se correspondent, de générer des embeddings qui se correspondent. Et donc, il doit y avoir un entraînement jouable de ces deux morceaux en bleu, sinon, ils vont être complètement dissociés. Les embeddings, il n'y a aucune raison, a priori, que les embeddings du texte et de l'image soient proches l'un de l'autre s'il n'y a pas eu d'entraînement conjoint. Et donc là, on va utiliser un modèle de type CLIP, dont vous avez peut-être entendu parler aussi. Donc, une construction possible pour construire un modèle comme DALL-E Midjourney, c'est d'abord de collecter des paires de textes et d'images qui se correspondent. D'entraîner un modèle tel que CLIP, CLIP qui a été une petite révolution dans la communauté informatique. Il a été lâché dans la nature en même temps que DALL-E. Le grand public s'est concentré sur DALL-E, mais la communauté informatique s'est concentrée sur CLIP. Et le principe de CLIP est relativement simple. Prenons un texte et une image qui se correspondent, Black Dog et Red Canyon, et un deuxième texte et une image qui se correspondent, Kids Playing Soccer. On va traduire tout ça en embedding, et Clip adopte une approche contrastive, c'est-à-dire, les embeddings de texte et d'images qui se correspondent doivent être proches les uns des autres, on va entraîner notre modèle de cette façon-là, et ceux qui ne se correspondent pas doivent être éloignés les uns des autres. Approche contrastive. Et donc, Clip suit bien le principe données, modèle, évaluation. On va lui donner comme données du texte et des images. Les modèles, ce sont les embeddings qui vont transformer les textes en embeddings et les images en embeddings. Et l'évaluation, c'est lorsqu'on dit qu'il y en a qui doivent être proches, qui doivent être éloignés les uns des autres. Donc, Clip sera un modèle multimodal pouvant recevoir du texte et des images. Et lorsqu'il reçoit du texte et des images qui se correspondent, va produire généralement des embeddings qui sont proches, qui sont cohérents. Ça, c'est un bloc indispensable des modèles génératifs. Bon, maintenant qu'on a Clip, il faut entraîner notre modèle génératif d'image. Comment? À partir des données, quelles données? Les embeddings des prompts et du bruit. On va entraîner un modèle à partir de ces données-là, et l'évaluation qu'on va effectuer se fait au niveau des embeddings de l'image et du texte. Les embeddings produits par Clip, évidemment, puisqu'il faut qu'ils soient cohérents. Je vais signaler il y a quelques minutes. Et alors, vous avez entendu parler, je pense, des modèles de diffusion, Stable Diffusion, Journey utilisait le modèle de diffusion, probablement DALL-E aussi. Les modèles de diffusion, c'est simplement une façon, il y en a d'autres, avant on utilisait des GAN, mais maintenant c'est le modèle de diffusion qui prédomine, qui sont les plus efficaces, c'est une façon de générer des images à partir du bruit. Bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que non seulement je ne les connais pas tous et ça va finir par devenir hors sujet, mais les modèles de diffusion vont transformer progressivement du bruit en image en étant guidés par les embeddings des prompts pour que les images générées correspondent bien à ce que l'utilisateur souhaite. On peut entraîner des modèles de diffusion sans texte, juste pour générer des images, et à ce moment-là, on peut faire de l'entraînement auto-supervisé en dégradant l'image et en essayant de la reconstruire. Que ce genre de principe est aussi à l'œuvre dans les modèles les plus populaires, mais on n'a pas toutes les informations, donc on ne sait pas exactement comment ce serait le cas si jamais c'était. Bien sûr, oui. Je crois que les représentations de texte, aussi bien que d'images qui se correspondent, doivent être le plus proches possible d'après la question. Et c'est un peu étrange parce que vous imaginez bien des façons de décrire une image et bien des images qui vont être proposées en réponse à un texte. Alors pourquoi cette proximité existe? Alors que peut-être on pourrait imaginer. Ça, tu vois, bien sûr. Donc, c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est
Est-ce que c'est une option parmi d'autres? Voilà. Donc, en réalité, ce dont on a besoin, c'est que pour un texte donné et une image donnée, on ait une certaine cohérence lorsque les deux sont sémantiquement proches pour un humain. Et on a besoin qu'ils ne soient pas similaires lorsque les deux sont sémantiquement loin. Mais on sait que ce n'est pas une relation bijective, ce n'est pas one-one. On sait bien qu'un texte ne correspond pas à une image ne correspond pas à un texte. Mais ça, ce n'est pas très grave. Parce que si on a, disons, un texte donné et plusieurs images qui, selon nous, correspondent bien à ce texte, ce n'est pas grave que les embeddings des images soient tous proches de ce texte, même s'ils sont tous différents. C'est quelque chose qui est désiré, parce qu'on a envie que toutes ces images, même si elles sont différentes, aient comme représentation machine derrière la même signification, correspondent au même texte. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que ce que nous, en tant qu'humains, on considère comme étant proche dans le langage courant, dans le langage des images, soit aussi proche pour la machine. Si ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas grave tant que cette proximité est plus ou moins respectée. Je ne sais pas si je réponds entièrement à la question en disant ça. C'est en même temps un peu. Donc, il y a quand même assez de place pour faire des différences. Alors, il faut de la place. Et si, est-ce que là, il y a pas. Ces vecteurs vivent dans des espaces de très grande dimension. Ce n'est pas des espaces tridimensionnels comme notre espace physique, c'est des espaces à 2000 dimensions et c'est gigantesque, on ne s'en rend pas compte. Il y a énormément d'espace là-dedans. Et donc, on a besoin de cet espace. Mais au final, imaginez, vous donnez cours et puis vous interrogez les étudiants à un examen, ils vont fournir différentes réponses pour une même question. Vous pouvez très bien avoir 10 étudiants différents qui fournissent 10 très bonnes réponses parce qu'il y a de l'espace, évidemment. Il y a de la place pour avoir plusieurs réponses correctes, des choses qui se correspondent. Et c'est important d'avoir des espaces d'embedding qui sont suffisamment grands. Si la dimension est trop petite, alors on ne saura pas encapsuler toutes ces différences de manière cohérente. Il y avait une autre question? Quand vous parlez d'espace embedding, ça, c'est enregistrement digital à la machine, c'est quoi? Alors, un espace d'embedding, c'est comme un espace, je veux dire, euclidien. Ça va permettre de représenter une liste de nombres. Imaginez, si jamais je vous donne deux nombres, par exemple 3 et 4, vous pouvez les représenter dans un plan. Passez un plan, vous placez une origine dans votre repère, et vous avancez de 3 unités suivant un premier axe, de 4 unités suivant le deuxième axe, vous placez un point. Le point de coordonnées 3, 4 est représenté dans un plan. Si jamais maintenant je vous donne 3 nombres, 3, 4, 8, vous pouvez les représenter dans un espace tridimensionnel. 3 selon un axe, 4 selon un autre axe et 8 selon encore un autre axe. Si j'ajoute... En langage machine, c'est une liste de nombres. C'est une liste de nombres. C'est qu'on voit là-bas. Voilà, comme on voit là-bas, ici j'ai une liste de nombres. J'ai 8 nombres. Ben voilà. Ceux-là, ils vivent dans un espace à 8 dimensions. C'est une liste de nombres. On ne sait pas représenter physiquement ce genre d'espace, mais mathématiquement, ce sont des espaces de vecteurs, dans lesquels vivent ces algorithmes. Donc, comme qu'ils ressemblent, soit pareil, c'est par exemple, il y a combien d'écarts? Oui, c'est ça. Alors, ça ne s'exprime pas souvent en pourcentage, mais c'est plutôt, on va regarder, est-ce que la première composante de l'un est proche de la première composante de l'autre, la deuxième avec la deuxième, la troisième avec la troisième. Donc, c'est comme comparer la distance entre deux points, au final, dans le plan, je vais parler. Si vous avez le point 3,4 et le point 3,1 et 4,2, ils seront probablement très proches, quand même, c'est qui sont proches. Si vous avez le point 3,4 et le point -8, -10, ils sont relativement éloignés. On peut calculer la distance euclidienne entre les deux. Souvent, ce qu'on fait, c'est d'utiliser une distance appelée cosine similarity. C'est une distance qui est un peu plus appropriée du point de vue machine, mais je veux dire, les détails n'ont pas spécialement d'importance tant qu'on sait mesurer une notion de distance entre les embeddings. Et ce sont des notions de distance assez classiques. Comme si on traçait la distance entre les deux, la mesure du cercle. S'il y a d'autres questions sur cette partie, n'hésitez pas à poser parce que je vais passer à la seconde partie alors où on va expérimenter un petit peu plus et on va générer des images. On va vraiment à la fin. Ok, parfait. Et donc, je
combien de temps? Oh, ne t'inquiète pas. Alors, non, effectivement, il est 7h35, mais je pense qu'on a la salle jusqu'à, je ne sais pas, 5h15, 5h30. Donc, Ça va. prends ton temps. Et donc, on va effectuer un premier type d'expérience qui est de générer des images à partir de textes, vu que c'est quand même ce que je viens de présenter, et j'espère que vous avez pu en retirer quelques explications utiles. Donc, les outils que je vais utiliser sont ceux fournis, que j'ai payés, ils ne sont pas fournis gratuitement, de OpenAI, qui ne sont pas si open que ça, GPT-4 et DALL-E 3. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, bah, on soumet un prompt et le modèle génère une image. Et ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Il y a une première chose assez intéressante qui se passe avec OpenAI, c'est que le prompt de l'utilisateur, en gros, OpenAI ne fait pas spécialement confiance à ses utilisateurs pour générer des bons prompts, et donc il va utiliser GPT-4, qui est un bon modèle de langage, pour générer un meilleur prompt, qui va générer de meilleures images. Il y a une espèce d'étape intermédiaire, mais ça va être intéressant de regarder comment le modèle traduit le prompt de l'utilisateur en un prompt révisé qu'il juge meilleur, sur base de quels critères, grand mystère, avant de générer une image. Sur leur site, ils disent que c'est pour des raisons de sécurité, et pour ajouter plus de détails, ils disent en général les prompts plus détaillés donnent des images de meilleure qualité. C'est-à-dire que même si vous donnez beaucoup de détails, ils vont juger qu'il n'y en a pas assez, ils vont générer encore plus. Bon, en particulier, ça sert aussi de filtrer les prompts qui veulent générer du contenu violent, du contenu pour adultes, du contenu haineux. Donc, je pense que ça sert principalement de filtre, c'est pour les raisons de sécurité. Pour faire attention aussi aux biais blessants, de surreprésentation de certaines ethnicités. Ça va être intéressant, les ethnicités, on va en reparler dans quelques minutes. Cette étape intermédiaire aussi permet de pas générer d'images de figures publiques. Et depuis peu, les artistes vivants peuvent interdire l'utilisation de leurs travaux dans l'entraînement des modèles OpenAI, et donc l'interdiction de générer des images dans le style d'artistes vivants. Alors, le thème récurrent ici qui va être dans les expériences, c'est Suzanne et les vieillards. Donc, le premier prompt que je lui soumets, c'est simplement A Painting of Susanna and the Elders, pour voir quelle est la culture générale du modèle de l'IA, de GPT-4 et de DALL-E 3, pour voir si je lui dis une peinture de Suzanne et les vieillards, ce que ça lui évoque. Et le prompt révisé, donc qui est un petit peu plus long, est le suivant: Critical Painting, Showcasing all religious stories from the Bible, blablabla, vous êtes capable de lire. Je vais surligner les éléments intéressants. Lorsqu'on lit la description de GPT-4, on se rend compte qu'il connaît quand même le thème. Donc, probablement, dans sa base de données, c'est quelque chose d'assez classique, et il connaît quand même le thème. Il sait que ça vient de la Bible, il y a 3 personnes, il y a une femme appelée Suzanne, c'est dans un jardin, il y a deux hommes de vieillards. Donc ça, il sait. Je ne suis pas certain qu'il sache quelles sont les réelles intentions des vieillards, parce qu'il dit qu'il regarde intensément Suzanne. Bon, c'est peut-être un peu léger, hein, regarder intensément. Et il commet quand même, il fait des choses un peu bizarres. Il dit Middle Eastern woman, donc il dit dans ce cas-ci qu'elle est du Moyen-Orient. Les hommes, il y en a un qui est caucasien et l'autre qui est d'origine asiatique, sud-asiatique. Il attribue des ethnicités au personnage. Et elles sont diverses. Ce n'est pas toutes les mêmes. Donc, on peut d'abord se demander, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est probablement à cause de contraintes vis-à-vis des minorités, des ethnicités. Ils ne peuvent pas systématiquement générer des hommes blancs, hein, tout le temps. Ils finiraient par avoir des problèmes, j'imagine. Peut-être que l'attitude des vieillards est délibérément atténuée aussi. Ça, parce que je l'ai dit, ils ne veulent pas générer de violents ou enfants, donc peut-être qu'il y a une partie un petit peu de ça. Et on pourrait aussi se demander, mais à force de rechercher des choses qui sont un peu douces et non biaisées, est-ce que toutes ces générations ne sont pas justement biaisées vers des choses trop politiquement correctes et qui ne vont pas représenter toute l'histoire de l'art et la culture humaine? Ça, ce sont des questions ouvertes, évidemment. Alors, l'image qui a été générée
à partir du prompt révisé est la suivante, affichée en plus grand. Alors, quelques petites observations. On constate qu'il n'y a pas 3 individus, il y en a 4. Première chose. Suzanne, qui est censée être du Moyen-Orient, c'est difficile quand même d'affirmer qu'elle est du Moyen-Orient, si ce n'est peut-être par ses vêtements. Et ça, j'ai remarqué au cours de mes générations que parfois, même souvent, les ethnicités sont plutôt suggérées par les vêtements que par la peau ou l'aspect physique réellement des personnages. Éventuellement, peut-être pour l'homme qui est censé être d'origine sud-asiatique, peut-être que c'est celui de gauche qui a une peau légèrement plus jaunâtre, ça je n'en sais rien, c'est vraiment en tout cas, il a des difficultés quand même, DALL-E, dans ce cas-ci DALL-E 3, pour représenter un nombre d'instances données, et c'est pas que DALL-E 3, c'est tous les modèles Journey aussi, font du mal pour ça. Un peu de mal avec les ethnicités quand même, et il a du mal aussi à générer des mains, donc ça c'est typique des modèles génératifs, c'est très difficile de générer des mains, des belles mains cohérentes, généralement il y a trop de doigts ou des doigts manquants, des petites mains. Donc ça, c'est d'un point de vue esthétique, c'est une alors, pour moi, quand on pense à Suzanne et Vieillard, et Maria Julia aussi, hein, on pense plutôt à cette image de Saint-Doré, mais il y en a beaucoup, des représentations. Donc, on a voulu savoir est-ce qu'il y a moyen d'avoir une représentation peut-être un peu plus fidèle à celle de Tintoretto. Donc, dans ce cas-ci, on va lui soumettre un prompt qui correspond plutôt à cette image-là pour avoir un peu plus de contrôle sur la composition et pour insister un peu mieux sur les éléments réellement importants du thème Suzanne et Vieillard, c'est-à-dire l'attitude des vieillards envers Susanna. Et donc, je ne vais pas lire les prompts, mais le prompt que j'ai mis ici en entrée, c'était du texte issu de Wikipédia. C'est une description relativement brève de Wikipédia de Suzanne et Vieillard de Tintoret, qui a été révisée de sorte à ajouter, alors je n'ai pas compté, mais il doit y avoir une dizaine d'adjectifs, donc ils sont en bleu. Hein. Ces adjectifs, c'est enjolivé l'image. Hein. Detailed, kind, enchanting, robust, lush, vibrant, gleaming, shiny, white, tiny, card, aesthetically pleasing. Donc on sent qu'il y a une espèce de recherche du beau qui est forcée. Je ne l'ai pas du tout demandé, elle est forcée par le modèle. Excusez-moi. Oui. Le prompt que vous avez mis un texte Wikipédia. Oui, j'ai Mais simplement. il paraît que c'est aussi pas mal de Wikipédia, donc il a déjà ça aussi, il a utilisé déjà ce texte. C'est une expérience intéressante et j'en parle dans 3-4 minutes. On peut revenir là-dessus si ça ne vous dérange pas d'attendre un tout petit peu. Donc, c'est effectivement un commentaire très intéressant. On va y venir. Donc, j'ai très légèrement modifié le prompt hein, pour enlever toute référence à Susanna. Modifier le prompt. La description de Wikipédia pour enlever toute référence à Susanna pour ne pas qu'il se disent ah oui, ok, c'est la peinture de Susanna et de Vieillard de Tintoret que je dois reproduire. J'avais quand même un tout petit peu à dire. De toute façon, c'est très dur de lui faire reproduire quelque chose. Donc, il y a cette recherche du beau, et puis à nouveau, des traits physiques ajoutés, une recherche d'ethnicité. Donc, Susanna doit être, dans ce cas-ci, blanche de peau et moyennement âgée. Et les vieillards, cette fois-ci, on a du Middle East, Moyen-Orient, et un hispanique. Il y a de l'aléatoire là-dedans. Si vous voulez figer absolument tout, il faut entrer des paramètres spéciaux, mais sinon, si vous relancez plusieurs fois les mêmes commandes, il va modifier un petit peu les ethnicités, il va modifier un petit peu les adjectifs et les générations d'images. Donc l'image que j'ai obtenue est la suivante. Alors, elle représente quand même un peu plus l'esprit qu'il y a dans la peinture de Tintoret. En tout cas, je trouve. On a une Suzanne qui se regarde dans un miroir et qui est quand même plus ou moins espionnée par des vieillards, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Ceci dit, d'un point de vue compositionnel, est-ce qu'elle est vraiment adossée à un arbre, comme c'était dans le prompt bof, on a plutôt l'impression qu'il a plaqué un arbre, puis il a plaqué Susanna devant, et ça suffirait à dire qu'elle s'adosse à un arbre. Le comptage, il ne sait pas compter jusqu'à 3 ou jusqu'à 2. Hein, dans le prompt, il y avait 2 vieillards, il y en a clairement 3 qui sont représentés. Les ethnicités, de nouveau, on a
couvre-chef qui fait penser à ce qu'on peut voir au Moyen-Orient. Peut-être un petit peu les vêtements, mais ça, je suis un peu moins sûr. Au niveau de l'âge aussi, je ne l'ai pas mentionné sur les slides, mais représenter des vieux hommes qui ont toujours des barbes, longues barbes blanches. Pas réussi à répondre. J'ai essayé beaucoup, mais je n'ai pas réussi à représenter des vieillards qui n'ont pas une longue barbe blanche. Et pourtant, c'est nulle part dans le prompt, hein, donc c'est quelque chose qui vient par défaut. Et à nouveau, donc des difficultés pour l'instant, c'est citer des visages lointains et quelques aspects compositionnels comme le reflet dans le miroir qui n'est pas parfait. Ça, c'est pas facile. Alors, j'ai réitéré la chose, j'ai remis le même prompt et alors j'ai obtenu diverses représentations et ce sont les mêmes types de défauts qui vont apparaître. Parfois, il n'y a qu'un vieillard. Les origines des vieillards sont pas toujours très bonnes. À nouveau ici, donc, va venir du Moyen-Orient. Ben, on voit aux vêtements qu'on a quand même une espèce de connotation Moyen-Orient. Il a rajouté pour celui-ci que ça peut être une peinture du style du 19e siècle. Bon, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment le cas? On peut en douter quand même. Donc voilà, pour quelques petits manquements, mais des expériences toutefois intéressantes. Alors là, maintenant, je reviens sur la question qui était posée tout à l'heure. Donc, effectivement, le prompt de Wikipédia semble rendre de meilleures représentations, meilleures à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais en tout cas un peu plus fidèle à l'esprit de Suzanne et les vieillards, dans l'intention des vieillards, l'espionnage. Et on pourrait se demander, ben, si ça se met, en fait, il a simplement analysé le prompt, compris que c'était le prompt de Wikipédia, Suzanne et les vieillards, et donc il a su reproduire l'intention des vieillards de par sa connaissance du sujet. Ça, c'est une hypothèse qu'on peut émettre. Est-ce que ce ne serait pas simplement de l'identification et de la mémorisation qui sont en jeu ici? Et donc, pour valider ou invalider cette hypothèse, j'ai eu l'idée de créer des variations autour du thème de Suzanne et les vieillards pour voir s'il est capable de s'adapter à des variations que je vais lui imposer, comme les suivantes. La première, celle de gauche, j'ai inversé les genres. Donc, Suzanne devient un homme, les vieillards deviennent des vieillardes, sont censés devenir des vieillardes, et on constate que DALL-E 3 est capable effectivement de générer une image. C'est un homme jeune, espionné, en quelque sorte, par une femme relativement âgée. Donc, voilà, il n'a pas reproduit Suzanne et les vieillards tel qu'il aurait pu le mémoriser durant son entraînement. Sur l'image de droite, j'ai changé les âges. Suzanne est âgée et les vieillards sont de jeunes hommes. À nouveau, la traduction a été correctement effectuée ici. Aussi, j'ai changé le thème. J'ai utilisé le thème de la mort en disant, voilà, c'est Suzanne et les vieillards avec le prompt de Wikipédia, mais dans le thème de la mort. C'est l'image de gauche qui a été générée. C'est une image que je trouve plutôt jolie, plutôt bien faite, qui a été bien adaptée. Et puis sur un ton un peu plus léger, Suzanne à la plage, Suzanne et les vieillards à la plage, Martine à la plage, oui. À nouveau, on voit les vieillards qui sont bien derrière et qui espionnent Suzanne, prend un bain de soleil. Donc, évidemment, ce ne sont pas des conclusions formelles, mais ce sont des indications qui tendent à montrer qu'il n'a pas simplement mémorisé un prompt et qu'il simplement l'identifie et puis reproduit une image qu'il est censé reproduire. Il arrive quand même à s'adapter et à adapter aux différentes requêtes. Donc, ça apporte des éléments de réponse. On fait à neuf une nouvelle image à chaque fois. Oui. D'accord, il est obligé. Hein. Il ne peut pas repérer la partie qu'il devrait transformer. On ne peut pas lui dire déplace le chien. Là, enfin, voilà. Et à ce moment-là, il produirait une image, la même, avec un chien légèrement déplacé. Pour le moment, il n'en est pas capable. Midjourney possède ce genre de fonctionnalité. On commence à chaque fois complet. La seule fonctionnalité qui est disponible, qui ressemble légèrement à ça avec DALL-E pour le moment, et c'est même pas DALL-E 3, c'est avec DALL-E 2, c'est de fournir une image, de fournir un masque d'une zone qu'on veut modifier et de lui dire ce qu'on veut dans cette zone-là. Et à ce moment-là, tout le reste est absolument inchangé et il fait la modification dans la zone. Mais c'est pas dire de déplacer un chien.
Alors, vous avez peut-être remarqué que le style semble peut-être toujours le même, un peu lisse, un peu faux, selon Maria Julia, hyper réaliste américain des années 70, des années 70. Bon, je n'ai pas spécialement insisté sur le style dans mes prompts, jamais vraiment imposé de style, mais j'ai tenté de lui imposer un style en disant, pour les images qui sont ici, concentre-toi très fort, très fort, très fort sur le style Renaissance ou style baroque. Vraiment, ce sont des éléments qui doivent être prédominants dans l'image générée. Je pense que vous êtes plus à même que moi pour juger si ces images sont de belles images de la Renaissance ou du baroque, bien que j'ai ma petite idée. Et je pense, Maria Julia, que tu ne seras pas plus satisfaite de ces images. Bon, à ce sujet, Midjourney est quand même nettement plus fort pour générer des styles qu'on lui demande de générer. Donc ça, c'était pour les expériences de traduction texte-image. Quelque chose que vous... Je ne sais pas si vous savez, en fait. Il y a moyen de faire aussi de la traduction image-texte avec GPT-4V pour Vision, où on peut lui donner une image et il va l'analyser, en fournir une description textuelle. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Donc, on va reprendre Suzanne et Vieillard. Alors, ce qu'on peut faire, c'est commencer par attribuer un rôle GPT. On va lui dire, car moi je lui ai dit dans une expérience, tu es un historien de l'art, tu dois fournir des descriptions précises de peinture. Pas trop quoi lui donner comme rôle, donc ça semble être un bon rôle. Je lui demande donc, qu'y a-t-il dans cette image? Et là, il me pond un paragraphe un peu lourd, mais notamment, il me dit, c'est une peinture connue sous le nom de Vanité, de l'artiste baroque Antonio de Pereda. Et alors, il me dit aussi qu'il y a une table, des instruments de musique, des crânes. Je ne sais pas où il les a vus. Donc, il hallucine un petit peu quand même, malheureusement. Et en faisant quelques petites recherches, on se rend compte qu'il confond avec l'image qui est donnée ici. Il tente d'interpréter l'image que je lui donne et il tente de me retrouver l'auteur, le titre. Il fait un bon mix d'analyse avec le Vanité de Pereda, parce que là, il y a vraiment des instruments de musique, je pense, et il y a des crânes, on voit bien. Donc, il a fait un bon petit mix. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut tenter une explication de pourquoi il a fait un mix avec cette image en particulier? Donc, je donne mon interprétation, mon hypothèse. Hein, juste une hypothèse. Moi, je trouve que ces images se ressemblent d'un point de vue colorimétrique. Et les modèles de vision, en général, sont très fortement biaisés par les textures, par la colorimétrie, beaucoup plus que par les formes. Nous, en tant qu'humains, on repère principalement des formes. Et on a une vision qui est relativement indépendante de la couleur. Si vous voyez un éléphant rose, bleu, vert, jaune, rouge, de la couleur que vous voulez, vous continuerez de voir le même éléphant sur l'écran. L'ordinateur, il va être plutôt atteint, touché, sensible à la texture de la peau d'un éléphant. Si cette texture est présente, il va avoir tendance à dire « oui, je vois un éléphant ». Si vous mettez la texture un peu ridée et grise d'un éléphant sur un chat, il y a énormément de chances qu'il vous dise qu'il voit un éléphant. En général, les modèles de vision sont très sensibles aux textures beaucoup plus qu'aux formes. Et ça, c'est un gros problème, évidemment. Très difficile d'être sensible plutôt. Et donc, dans le cas de ces deux peintures-là, moi, mon hypothèse, c'est que les textures sont extrêmement similaires. Il y a des aspects compositionnels qui sont similaires aussi. Il y a quand même une femme représentée de manière assez prédominante dans l'image, quelques objets similaires. Donc, tout ça fait que, et là, c'est le mot magique, au niveau des embeddings, parce qu'il se passe sur les embeddings, au niveau des embeddings de ces deux images, les embeddings de ces deux images sont probablement très proches. Et donc, quand il se base sur les embeddings de ces images pour fournir une description, il y a probablement un peu un mix des deux qui se fait, puisque les embeddings sont sûrement proches. Les descriptions textuelles fournies sont sûrement un mix des descriptions textuelles qu'on peut trouver de ces deux images-là. Voilà, ça c'est mon hypothèse. En fait, ce que vous voulez, mais je pense en tout cas que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est en tout cas très, très similaire à ce qu'on observe dans la communauté Vision par ordinateur.
Donc, fin de la digression, alors je me suis dit après, je vais lui donner un rôle purement descriptif. Oui. Ce serait beau. Hein. Alors, avec OpenAI, pour le moment, c'est accéder aux embeddings textuels. Donc, on lui donne un texte, il va l'analyser de la façon qu'il veut, et en général, on peut lui demander, tiens, fournis-moi l'embedding. C'est déjà bien, mais pour les images, pas. Et je soupçonne que c'est parce que, pour le moment, ils ont un modèle qui dépasse de loin. C'est le modèle de traduction image-texte plus impressionnant que j'ai eu l'occasion de voir. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas photo, donc ils souhaitent peut-être conserver cet avantage aussi longtemps que possible. Et en général, quand les compétiteurs arrivent à élever le niveau, les choses sortent plus facilement, parce qu'elles sont moins utiles. Ce serait magnifique d'avoir les embeddings d'images d'OpenAI, ça a trop de valeur. Et dans le monde open source, il y a des produits équivalents, bon, c'est pas la même performance. Et dans ce cas-là, on peut avoir un embedding? Oui, avec certains modèles open source, on peut récupérer les embeddings. Maintenant, ils ne sont utiles que si le modèle est vraiment efficace aussi pour réaliser la tâche. Et donc, il y a un modèle open source qui s'appelle Lava, qui permet aussi de faire de la description textuelle d'image. Et je l'ai essayé sur cette image-là, et c'est très pauvre description. Pourtant, c'est un bon modèle suivant les benchmarks, les évaluations de la littérature, mais c'est peut-être pas très bon sur large. Dans l'expérience suivante, je ne veux plus qu'il essaye de trouver qui appelle l'image et quelle en est son titre, vu qu'il en est incapable. Donc je lui ai dit, contente-toi des éléments factuels que tu vois sur l'image, tu es juste un descripteur d'art. Tu ne peux te concentrer que sur ce que tu vois visuellement et tu n'interprètes pas. À nouveau, je lui demande qu'y a-t-il sur l'image. Dans l'ensemble, il donne des bons éléments. Il n'essaye plus d'interpréter, c'est très bien. Il commet quelques petites erreurs. Main à gauche, main à droite, la direction du regard de Suzanne. Je ne sais pas où il hallucine un perroquet vert dans l'image. Bon, il y a peut-être un oiseau plutôt noir au-dessus de sa tête. Il y a un violon, des papillons, ça je ne sais pas trop où ils sont. Et la source de lumière semble être référencée comme étant du mauvais côté. Mais dans l'ensemble, il ne fait plus de fautes vraiment graves ou gravissimes comme il l'a fait précédemment. Il manque quelques détails et il y a quelques petites hallucinations qui me semblent mineures, mais jugées par nous-mêmes. Je suppose que les slides vous seront envoyés par la suite. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on ne générerait pas une meilleure image si on recevait directement une description fournie par GPT-4V lui-même? Tout à l'heure, on a généré des images à partir de nos prompts ou à partir de Wikipédia, ou à partir de modifications de prompts de Wikipédia. Si on demandait à GPT-4V de générer une description de l'image Suzanne et les vieillards, en long et en large, et d'utiliser cette description dans Dali pour générer une image. Est-ce qu'on va réussir à récupérer Susanna et les vieillards? Pas du tout. Comme vous le voyez ici, c'est l'image qui n'est pas dag-dag. On voit bien le perroquet vert bien mis en avant, très utile. L'intention de vieillard n'avait pas spécialement été perçue, donc pas trop livre ou porte. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, c'est pas spécialement efficace de procéder de la sorte. Donc, il vaut mieux mettre un prompt bien dirigé soi-même pour avoir l'effet escompté, pour espérer avoir l'effet escompté dans l'image. Dans ces cas-là, les prompts sont modifiés ou pas? Oui. Le prompt est modifié. Si on donne un prompt très court, souvent il est fortement allongé. Si on donne un prompt déjà long, en général, la longueur ne change pas beaucoup, mais alors il va formuler, il va ajouter quelques adjectifs, il va embellir un petit peu. Et ensuite, je me suis dit que ce qui serait intéressant pour la communauté ici, c'est de connaître un petit peu mieux les forces et les faiblesses de ce modèle GPT-4V qui permet de décrire une image du textuel. Et donc pour ça, j'ai procédé de la sorte. J'ai choisi un modèle de phrase moi-même, où il y a 20 choix possibles pour construire la phrase finale, le prompt. Vous allez comprendre facilement.
D'abord, le style. Je veux que ce soit une peinture à l'huile, soit une image photoréaliste. Que ce soit un homme ou une femme, âgé ou jeune, triste ou content, hein, qui porte des vêtements bleus, rouges et ainsi de suite. La phrase est là avec tous les choix qui sont écrits en jaune. Donc j'ai une phrase type qui va être constituée à partir de 20 choix opérés parmi les choix possibles qui sont en jaune. 20 choix binaires. Donc il y a, vu combinatorial, plus d'1 million de phrases possibles qu'on peut générer. Et les choix opérés correspondent à diverses modalités. J'ai voulu tester le style, l'émotion, l'âge, le sexe, la couleur, vêtements, position, surface, action, plan, image, fleur, objet, position, et ainsi de suite. Symboles religieux, chaleur, moment de la journée, siècle et saturation. Alors, je n'ai pas généré 1 million d'images parce que ça me coûtait quand même 8 cents par image. Donc, je n'avais pas le budget pour générer les 1 million d'images. J'en ai généré 100. Voilà, c'est un peu plus de mon budget. Et chaque choix est repris exactement 50 fois. Et les différentes phrases générées vont différer de 0 à 20 modalités. Il y a quelques doublons, il y a quelques phrases qui ne diffèrent que par une modalité ou 2 modalités, d'autres par 10, d'autres par 15, d'autres qui n'ont aucune modalité en commun. Je voulais avoir un spectre assez large ici. Et donc, ces 100 phrases, 100 prompts, je vais les soumettre à DALL-E 3. Elles vont être révisées, mais elles vont être ensuite générées par DALL-E 3. Et puis, je demande à GPT-4b d'analyser les images qui ont été ainsi générées pour voir s'il est capable de récupérer les caractéristiques que j'avais insufflées à la base. On va voir si GPT-4v est bon pour récupérer les caractéristiques d'intérêt qui sous-tendent la création de ces images. Voici un exemple d'image. Je mets un lien vers les 100 images que j'ai générées. Donc, un exemple avec le prompt réalisé. Et avant toute chose, je tiens à dire que les résultats que je vais présenter par la suite sont à prendre quand même avec des pincettes parce que constater que la génération des images ne suit pas tout à fait le prompt quand même. Donc les images qui seront analysées par GPT-4b dans quelques minutes, ces images ne correspondent pas toujours très bien au prompt que j'ai soumis. Par exemple, dans cette image-ci, est-ce que l'image est photoréaliste? Est-ce que la femme est triste? Je ne sais pas. Est-ce que l'oiseau est en background? Pas du tout. Est-ce que les couleurs sont hautement saturées? Spécialement. Et puis, est-ce qu'on a un symbole religieux de l'islam? Pas sûr. Est-ce que c'est du XVIIe siècle? Pas sûr. Donc, voilà. Les images générées ne correspondent déjà pas tout à fait au prompt. Donc, forcément, GPT-4v qui va analyser ces images et tenter de récupérer les informations que j'avais à suppléer, va devoir le faire sur base d'images qui ne sont peut-être pas déjà tout à fait correctes par rapport au prompt. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est une vérification manuelle des caractéristiques qui ont été respectées pour avoir des conclusions qui sont un peu plus fortes. Je n'ai pas encore eu le temps de faire ça. Et donc, le premier cas de figure, c'est simplement si on fait un moteur de recherche classique, là, on va soumettre les images à GPT-4v qui va fournir une description textuelle. Et nous, à partir de la description textuelle, on va demander, tiens, quelles sont les 20 modalités qui peuvent transparaître à partir de ce texte. Google fait ça, il va chercher des informations dans des textes, pas dans des images. Voilà, à partir de ce texte qui a été généré par GPT-4v, est-ce que la femme est triste, contente, est-ce qu'elle porte du bleu, du rouge, des chaussures, est-ce qu'il y a un oiseau, un chien, blablabla. Et donc, dans ce cas-ci, voici les modalités qu'il m'a prédites GPT-4, cette fois-ci à partir du texte. Et voici la correspondance avec les modalités réelles que j'avais soumises. Il a un score de 14 sur 20, ce qui est honorable. Il se trompe sur l'émotion, sur la position. Bon. Alors, la position, moi, que j'avais mise dans le prompt, c'était couchée. Lui, il prédit qu'elle est assise. Là, on se rend compte que, oui, elle était peut-être plutôt assise que couchée. Donc, est-ce qu'il commet vraiment une erreur? Pas vraiment. Il faudrait à la main corriger les modalités qui sont réellement représentées sur l'image. Il un score de peut-être 15 ou 16 sur 20. Pareil pour l'oiseau qui est en avant-plan. Ben oui, il avait prédit avant-plan et le prompt initial disait arrière-plan. Donc, voilà, il ne peut pas vraiment tromper. Donc, soit. Sur les 100 images qui ont été générées, le score moyen sur 20 est de 14,88, il oscille entre 11 et 19, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant surtout, c'est de savoir sur quel thème il est bon, sur quel thème il est mauvais. Et c'est intéressant de voir qu'il est très bon sur le concret, le tangible, le genre, homme-femme, la couleur, la surface de l'herbe ou un canapé,
une action liée à un objet, lire un livre, boire du vin. Un animal, un chien ou un oiseau. Les fleurs sont des roses ou des tournesols. Un objet, est-ce que c'était des bijoux ou des ustensiles de cuisine. Donc sur le tangible, il est vraiment très très bon. Et il est très mauvais pour l'abstrait. Donc si jamais vous lui demandez de décrire les émotions, la position, avant-plan, arrière-plan, l'aspect vertical, horizontal, gauche, droite, avant ou bas de certains objets, il est très mauvais. La température générale d'une image, le moment de la journée, le siècle, la saturation, il est très mauvais. Les choses qui sont un peu moins intangibles. Donc voilà, ce sont des limitations quand même à garder à l'esprit. N'oubliez pas qu'il faut quand même aussi je dois effectuer une vérification manuelle d'abord, et les chiffres risquent de changer un petit peu les vérifications manuelles, mais ce sont des tendances. Et là où GPT-4V permet de faire quelque chose peut-être d'innovant, c'est que, au lieu de passer par une représentation textuelle générale, vous pouvez parfois être intéressé par des choses très spécifiques. Vous savez que vous voulez ces 20 modalités-là. Donc, vous pouvez lui demander directement, tiens, dans l'image, concentre-toi sur ces 20 modalités. Ne passe pas par une interprétation textuelle intermédiaire. En tout cas, il y a moyen de le faire. Et donc là, c'est ce que j'ai fait dans cette expérience-ci, on a un score de 15 sur 20, il change 3 prédictions, il est un petit peu meilleur. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il est en moyenne quand même meilleur, un score de pratiquement 16 sur 20, avec des scores qui vont entre 13 et 19. Et il progresse sur les autres thèmes relativement tangibles, sur lesquels il n'était pas trop bon à la base. Donc quand je lui dis de se concentrer sur ces thèmes bien précis, il en est quand même capable si ces thèmes sont relativement tangibles. L'émotion, c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins visuel, là, sur le visage, il progresse fortement. L'âge, il progresse fortement. Les vêtements, il progresse fortement. Et les symboles religieux, ils progressent fortement. Et c'est assez intéressant de voir ça parce qu'a priori, quand on lui demande de faire une description générale d'une image, si je vous demande de faire une description générale d'une image, vous ne penserez pas forcément à tout. Ben, lui non plus, il ne pense pas à tout. Mais si on lui dit, ah, il y a un symbole religieux dans l'image, tu dois te concentrer dessus et me dire lequel c'est, on voit que son score augmente fortement. Donc, il y a moyen de vraiment cibler les recherches à l'intérieur même des images. Ça, c'est quand même relativement intéressant. Et il reste mauvais quand même, de toute façon, sur l'abstrait, ça, il n'y a rien à faire, même s'il faut quand même encore corriger manuellement les modalités réellement représentées sur les images. Et donc, pour finir, ce genre d'application a vraiment de l'intérêt parce que, regardez ces deux images. A priori, en une demi-seconde, on peut se dire elles sont très différentes. Puis si on les regarde un peu mieux, on se dit elles ont quand même beaucoup d'éléments communs. Il y a une personne âgée, couchée, dans de l'air, il y a un livre, il y a des tournesols, il y a une croix chrétienne, il y a un oiseau qui vole, il y a telle argenterie. Donc il y a énormément de points communs entre ces deux images. Donc moi, je suis tenté de dire que ces deux images sont en réalité très similaires. Et pour un ordinateur, c'est terriblement compliqué d'affirmer que ces images sont similaires. Parce que l'ordinateur, les algorithmes sont principalement basés sur la texture, très peu sur les formes, très peu sur le contenu. Ici, c'est le contenu, elles sont très similaires en termes de contenu, ces deux images. Donc, est-ce qu'on peut trouver un algorithme qui va, sur base du contenu, affirmer que ces images sont similaires? Affirmer que ces images, par contre, ici, si ça veut bien changer, voilà, sont très différentes. Celles-là sont très différentes au point de vue du contenu. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire? Constater algorithmiquement. Ben, je vais boucler la boucle maintenant. On va reparler d'embeddings. Les images, on peut les traduire en texte avec GPT-4V, en imaginant qu'on ne sache pas quelle modalité on veut récupérer. On oublie ces notions de modalité temporairement. Ces textes, on peut les traduire en embeddings, et les embeddings, on peut les comparer, parce que ce sont des nombres, c'est des représentations machine numérique. Donc on va comparer les embeddings des textes issus des images. Voilà. Et donc, en faisant ça, les embeddings de ces deux images seront relativement similaires, et les embeddings de ces deux images seront relativement différents. Et un dernier résultat, là il y a beaucoup de textes, je ne vais pas aller en détail, mais on peut se demander, dans un corpus d'images, si je donne une image de référence, est-ce que je peux récupérer les images les plus proches automatiquement? Ben, ce que j'ai fait ici, c'est dire, parmi mes 100 images, j'en prends une,
Et parmi les 99 autres, je vais les 99 autres, je vais les classer par ordre de proximité. Enfin, je classe au rang 0, c'est la plus proche, au rang 1, c'est la deuxième plus proche, au rang 2, c'est la plus proche suivante, et ainsi de suite. Les petits rangs sont les images proches selon les embeddings, proches selon ce que je viens de présenter. Et les images classées 98, 99 sont les images les plus lointaines. Est-ce que ça marche bien, cette méthode de ranking? Là, j'ai un graphe à vous montrer qui est très encourageant. Pourquoi? Parce qu'il vous montre la corrélation qu'il y a entre le ranking et la différence de modalité qu'il y avait dans les prompts initiaux. C'est-à-dire que les images classées généralement au rang 0, 1, 2, 3, donc considérées comme très proches de point de vue embedding, avaient initialement dans mes prompts énormément de modalités en commun. Et les images qui avaient énormément de modalités différentes dans mes prompts initiaux sont celles qui sont classées très loin dans les rankings. Donc, on a réellement une corrélation entre ces embeddings qui sont encore un peu abstraits et les modalités que j'avais insufflées à la base dans les images et que je connais, qui sont maîtrisées et connues. Donc ça, c'est un très bon résultat. La courbe orange, c'est la courbe théorique parfaite. La courbe bleue, c'est la courbe expérimentale obtenue sur base de ces images. Oui. Ils ont été fabriqués dans l'expérience initiale, dans l'apprentissage initial, où ils étaient le plus proche possible d'une d'image correspondante. Donc, ils n'ont pas été fabriqués dans une tâche textuelle indépendante de la corrélation avec les images. Donc, si, c'est un modèle, donc je n'ai pas cité le texte, où on exige que la représentation textuelle, l'embedding textuel, soit le plus proche possible de l'image correspondante. Voilà. Donc, ce ne sont pas ces embeddings textuels-là, ce sont d'autres pris sur un tout autre modèle d'apprentissage. C'est ce qui est là-bas. On a d'abord GPT-4V qui fournit des spectacles. C'est indépendant. Et puis le second modèle, exactement. Il ne peut que l'être parce que c'est un modèle ici qui a régurgité du texte dans son entraînement et qui régurgite un embedding. Mais il n'a travaillé que du texte. Ce n'est pas un modèle qui a été basé sur une corrélation image-texte. Il n'y a aucune notion d'image, le texte embedding ADA 00V2 là. Aucune notion d'image. La modalité que tu as choisie semble bien correspondre à ce à quoi est sensible le Exactement. Sur les deux images, c'est vrai qu'elles sont différentes, mais il fait une même style. Ils se ressemblent quand même. Elle parle de celle-ci. Hein. Oui, oui. Alors, au niveau du style, effectivement, si on se base sur le style, elles sont similaires. Ici, je me basais plutôt sur le contenu. Je voulais savoir. Ah oui. Les images, ça se ressemble. Le style est effectivement similaire. Mais ici, l'applicatif, c'est de la recherche par contenu. Mais le style, ça, effectivement, il y a une espèce d'uniformisation du style dans tous ces images générées qui est peu enviable. Et si vous voulez une similarité par style, il y a probablement d'autres façons d'y arriver. Et donc, pour conclure, ici, on a une méthode qui permet d'affirmer que d'un point de vue contenu, compositionnel, ces deux images sont similaires. C'est retrouvé algorithmiquement, cette similarité. Et je vais même aller plus loin, on pourrait aussi vouloir retrouver des images similaires uniquement selon certaines modalités, uniquement selon certains centres d'intérêt, en filtrant le texte. Parce que si on a traduit les images en texte, et puis on a fait ce rapprochement via les textes. Les textes, on peut très bien dire, modèle, je ne sais plus lequel, on peut très bien dire, je veux savoir quelles sont les images similaires, mais sans tenir compte, par exemple, des animaux ou des plantes. Pourquoi pas? Parce que du texte, on sait le traiter, donc il suffit d'enlever toute référence aux animaux et aux textes, aux animaux et aux plantes dans le texte, et puis répéter le processus, et on aura des images similaires en termes de contenu à part les animaux et les plantes. Donc il y a vraiment une richesse, je pense, dans ce processus-là qu'il faut continuer à explorer. Et donc ces deux images-là sont considérées comme aussi différentes d'un point de vue compositionnel. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère ne pas avoir dépassé trop
On a dépassé un peu, mais c'est pas grave. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère. Bien, c'était très riche, très problématisé. Vraiment. Je suis toujours impressionnée. Alors, on a peut-être aux 10 minutes de questions. Je vois Jean-François, Yves-Marie et Enzo. Bon, moi, je ne pose pas ma question. Je lui poserai à un autre moment. Non, mais moi, tu sais, les problèmes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire comment on peut construire des embeddings pour rendre compte d'un style. Alors, certes, on a dit que dans les campagnes, ça n'intéresse pas, etc., mais Midjourney est un peu plus sensible au style. Et là, les styles, ça va au-delà de la reconnaissance de l'objet, ça va au-delà de la syntaxe qu'on peut décrire. C'est vraiment une syntaxe qui a à faire avec les supports, qui tient la figuration et avec évidemment la couche, et les flous, et la netteté, etc. Et donc là, je ne sais pas si tout. Parce que le problème là, c'est que pour décrire un style, on a besoin de décrire une distribution de traits. Et évidemment, c'est un peu le même problème qu'avait Marie sur la description d'une image. C'est évidemment être très différent selon les. Donc, ça, c'est ma question, surtout. Puis, bien sûr, sur le thème de diffusion, j'ai toujours les plus grands doutes. Mais je pense que tu peux me répondre une autre fois. Comme tu veux. Tu veux une réponse? Mais très rapide. Je vais juste répondre sur le style. Alors, donc, il existe des articles qui parlent de style transfer, donc transfert de style, où ils ont appris des modèles pour capturer le style d'une image et pouvoir le plaquer sur une autre image. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce genre de mécanisme qui soit mis aussi par-dessus dans Midjourney et autres systèmes. D'ailleurs, quand on génère des images avec Midjourney, on a l'impression d'abord, bon, l'image est un peu floue, puis elle devient nette, et puis à la fin, même quand elle est nette, on a l'impression qu'il y a tout un style qui est encore réappliqué dessus. Oui. Et donc, il existe des modèles, oui, qui ont, je ne sais pas comment, apprentissage peut-être auto-supervisé, je ne sais pas, qui ont capturé le style et qui sont capables de le réappliquer dans le plaquant sur une image existante. Donc, effectivement. OK, alors, peut-être recueillir les 3 questions et puis tu réponds à la fin. Ou une page, peu importe. Moi, c'est une question, Un peu de temps. c'est une question de méthode. Ce qui m'étonne, c'est que vous preniez des images aussi compliquées. Parce qu'il y a quand même pour ce qui est du rapport texte-image, parce qu'il y a tout un tas d'images et de textes dont le rapport est extrêmement codifié. Je pensais par exemple au livre d'anatomie, par exemple, l'anatomie descriptive. Bon, c'est très codifié, et on va alors, parce que là, c'est très compliqué quand même pour l'ordinateur de passer de Suzanne Aubin. Tandis que passer, par exemple, de la description de quelque chose de simple, comme un os, par exemple, à la description qui est très, très, très codifiée. Mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant? Enfin, je sais pas. Ça me semble. Non, c'est pas intéressant. Alors, ce qu'il sera capable de faire, c'est de dire c'est un os, ce qui va reconnaître un os. Mais il n'a probablement pas été entraîné suffisamment sur des corpus suffisamment techniques, scientifiques, pour fournir une description médicale de ce qu'est un os. Est-ce que c'est simplement anatomique, pas forcément médical, simplement anatomique. Donc, comment on génère, on lui donne un squelette et il doit repérer tous les os. On lui donne par exemple un os et puis il doit décrire la forme de l'os, comment il situe, est-ce qu'il est pair, pas pair, est-ce qu'il y a un nerf qui passe dessus, un nerf qui passe dessous, etc. C'est très, très technique, hein, les descriptions. Et ça, on peut parfaitement passer de l'image au texte et du texte à l'image. Et pour tester, disons, ce problème, c'est peut-être pas une mauvaise solution. Enfin bon. Parce qu'il y a énormément de situations qu'on pourrait vouloir tester. Oui, parce que c'est l'avantage d'être simple. Comparé à simple, Suzanne et oui, parce que même, par exemple, décrire un os
Bon, c'est même quand même assez compliqué, mais décrire Suzanne Aubin, donner les descriptions, c'est pas simple. Ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que même une description simple de Suzanne Vieillard, il n'est pas capable de le faire correctement non plus. Oui, mais Donc, moi non il y a plus. une description simple, ce serait une description comme ferait pratiquement, je veux dire, un enfant. Il voit une femme qui est en train de prendre son bain, il y a deux vieillards qui l'espionnent. Une description vraiment très simple comme ça, même ça, il n'est pas encore capable de le faire. Et donc, s'il a déjà cette limite-là, est-ce que c'est nécessaire de lui demander des choses comme il y a d'ailleurs qui passe sous un os sur un os? Je ne sais pas. On aura peut-être une intelligence un peu plus générale si jamais il arrive déjà à décrire de l'art de manière simple, avant peut-être d'avoir des choses un peu plus techniques. En ce qui concerne les analyses, pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Il y a aussi le fait qu'avec Maria Giulia, on a déjà parlé plusieurs fois de Suzanne Vieillard et qu'à chaque analyse, il faut payer les analyses, donc ça sert aussi à ce qu'on fait dans nos travaux. Je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage qu'on aimerait vouloir étudier et il y a encore beaucoup de limitations qu'on ne connaît pas. Même si on fait des formes encore plus simples, on lui placerait simplement 2-3 carrés, 2-3 ronds, 2-3 triangles, il ne serait pas forcément capable de les compter, il ne serait pas capable de dire comment ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Des choses qui nous semblent simples, il n'est pas capable de les faire. Bon, ici, c'est la description de peinture. Marie. Moi, je pensais juste à l'exposé de Jean-François tout à l'heure. On voit bien que, même en dépit du fait qu'il y a une certaine architecture qui se mélange à la statistique, voilà, c'est ça la clé de ces modèles, c'est une certaine forme d'architecture qui vient encadrer la formation de statistiques. Et ce qui fait que ce n'est pas exactement des perroquets, puisque jamais ils sont même incapables de reproduire le texte de Wikipédia. Voilà. Donc, ils n'ont aucune espèce d'indexation vers des encyclopédies. Alors, donc, je pensais à T3, Théoria, Praxis, Poiesis, et on voit bien que rien dans ces modèles ne fait écho directement. On ne sait pas comment écho. Il n'y a même pas à l'imaginaire la composition d'un tableau qui viendrait architecturer les réseaux. Donc, on peut presque pas prévoir, parce que c'est un mot trop fort, mais déjà envisager des limites indépassables tant que l'architecture des réseaux ne va pas refléter dans son ordonnancement à quelque chose comme une méthode de construction ou une méthode de perception ou un zonage, comme tu dis là, une forme de zonage, je ne sais pas quoi, de connectique, comment dire, d'emport attentionnel. Une fois que je me suis concentré sur quelque chose, quelles sont les autres zones, comme il y a dans ChatGPT, il y a un mécanisme attentionnel qui dit, pour ce tel terme qui apparaît, et pour le traiter, il faut prêter attention à un certain entour. Bon, voilà. Et pas au reste. Et donc, il n'y a rien de tel, semble-t-il, là-dedans. C'est très bizarre. Et c'est même stupéfiant qu'on arrive quand même à obtenir des résultats compliqués, très compliqués, sans aucune. Oui, parce que les objets simples, pour les décrire correctement, il faut se les représenter dans un espace en 3D avec le paramètre, et c'est simple après. Et on se demandait déjà même pour ChatGPT, pour les textes, il semblerait qu'il n'y ait pas de rapport avec un plan. Certes, il y a eu des rédacteurs humains qui ont donné des bonnes versions d'un certain nombre de requêtes, une cinquantaine, une centaine de requêtes initialement, pour perfectionner la première couche de Transformer. Mais il semblerait que jamais on ait appuyé l'architecture sur une méthode de composition textuelle. C'est que prévoir les blocs suivants. Et c'est très étonnant. Voilà. Ça, c'est une critique qui est faite par notamment Yann Leclerc, qui dit qu'on n'arrivera pas à une intelligence très intelligente avec les méthodes actuelles. On est trop contraint par les architectures et les opérations qu'on impose au réseau. Il faut des modèles qui sont beaucoup plus capables de faire de la planification. C'est le mot qu'il utilise le plus souvent, je crois. C'est de planifier un raisonnement, faire une composition,
quoi d'autre, faire de la planification. Ouais, ouais. Et ici, c'est vrai qu'il n'y a aucune notion de planification à aucune étape du développement du modèle. Pour les textes, à se demander comment ils arrivent malgré tout à écrire des romans, enfin, de longues narrations avec des chapitres, avec une intrigue. Bon, ça reste étonnant. C'est Ils ont lu les grands textes. Ils ont de plus en plus Ils ont lu les éléments moins. narratifs. C'est le contexte là, la longueur de contenu. Au début, c'est quelque chose, mais maintenant, je pense que le texte de mémoire, c'est devenu 104 000 tokens ou quelque chose comme ça, donc ça devient vraiment très gros. Ils arrivent à entraîner vraiment des modèles qui restent cohérents dans le discours sur. En tenant compte d'une certaine forme de mémorisation, c'est 30 ans en temps là. Ouais, ouais. Et donc, en faisant ça, ça donne cette impression de plus en plus impressionnante qu'il arrive à être cohérent. Par plan, mais c'est pas vrai, c'est pas des plans. Mais c'est pas du tout des plans, non. C'est plutôt une espèce de ah oui, ok, je dois être consistant par rapport à ce que j'ai dit il y a X lignes, et le X devient de plus en plus grand. Mais on peut agrandir le X tant qu'on veut, ça reste pas de la planification. C'est planification. Il y a une certaine forme de planification, mais bon. Qu'est-ce que tu veux avec cette est-ce qu'on peut faire ce même chose pendant La version gratuite. oui, La version gratuite, on ne peut pas lui soumettre une image et lui demander de la décrire textuellement comme ça. Pourquoi qu'elle change C'est dans la version payante. Parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, cette fonctionnalité pour l'instant qui est une puissance, qui marche tellement mieux que les autres, et donc c'est bon, c'est uniquement payant. Écoute, il terrait à